Le 3 mai 2007, Madeleine McCann, petite fille britannique âgée de 3 ans, se volatilise dans la nuit. Praia da Luz, la cité balnéaire où Maddie McCann a disparu le 3 mai 2007. Le visage d'une énigme qui hante encore aujourd'hui le Royaume-Uni. Maddie McCann. Portugal, 3 mai 2007, une petite station balnéaire paisible, Praia da Luz. C'est le genre d'endroit où les familles viennent chercher le soleil, la mer et la tranquillité. Mais ce soir-là, la tranquillité vole aux éclats. Dans un appartement de vacances, une fillette de 3 ans disparaît sans laisser de traces. Son nom, tu le connais sûrement déjà, Madeleine McCann. En quelques heures, son visage devient celui d'une affaire planétaire. 18 ans plus tard, personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Pas de corps, pas d'aveu, pas de vérité officielle, juste des théories et des suspects et une enquête qui semble s'étirer à l'infini. Alors aujourd'hui, on va reprendre toute l'histoire depuis le début, on va plonger dans l'enfance de Madeleine, dans les premières heures de l'enquête, dans les vies des suspects et jusqu'aux dernières révélations en 2025. Installe-toi, on démarre ensemble une nouvelle série, Disparition impossible, et pour ce tout premier épisode, on commence par l'un des plus grands mystères de notre époque, la disparition de Madeleine McCann. Bienvenue dans ce nouveau format. On est le 3 mai 2007 dans une petite station balnéaire tranquille du sud du Portugal. Le soleil vient de se coucher et les familles terminent leur repas. La plupart des vacanciers sont déjà rentrés dans leur appartement. C'est une soirée calme et banale, mais cette banalité va exploser en quelques minutes. Dans l'appartement 5A du complexe Ocean Club, une petite fille de 3 ans dort paisiblement. Elle s'appelle Madeleine McCann. À côté d'elle, dans la même chambre, ses petits frères et sœurs, les jumeaux Sean et Amélie, dorment aussi. Les rideaux sont tirés, les lits sont rapprochés, tout semble normal. À quelques dizaines de mètres de là, sur la terrasse d'un restaurant appelé le Tapas Bar, les parents de Madeleine, Kate et Gary McCann dînent avec un groupe d'amis. Leur habitude, depuis le début de la semaine, c'est de coucher les enfants vers 20h30 et de descendre dîner entre adultes. Toutes les 20 ou 30 minutes, l'un d'eux se lève, fait un aller-retour jusqu'à l'appartement pour vérifier que tout va bien. Pour eux, c'est une solution de compromis, être entre amis mais garder un œil sur les petits. Sauf que ce compromis, ce soir-là, va s'avérer dramatique. 21h05, Gary, le père, se lève de table. Il marche les 55 mètres qui séparent le restaurant de l'appartement, entre par la porte et va voir ses enfants. Tout est en ordre. Madeleine dort, les jumeaux aussi, rien à signaler. Il retourne s'asseoir avec les autres. 21h15, à ce moment-là, une amie du groupe, Jane Tanner, croise dans la rue un homme portant un enfant. Elle ne s'arrête pas, elle le remarque seulement. L'enfant est enveloppé dans une couverture, le pyjama visible. Elle ne sait pas encore que ce détail va devenir central dans l'affaire. Sur le coup, elle continue sa route, pensant que c'est un vacancier avec son gosse, tout simplement. 21h30, un autre ami du groupe passe devant l'appartement des McCann, mais n'entre pas. De l'extérieur, il ne remarque rien d'inhabituel. 22h, c'est l'heure où Kate, la mère, décide d'aller vérifier à son tour. Elle ouvre la porte, avance dans le couloir, pousse la porte de la chambre, et là, son monde s'écroule. Le lit de Madeleine est vide, la fenêtre est grande ouverte, le volet métallique a été relevé, elle sent un courant d'air passer dans la pièce et son cœur s'emballe. Elle crie le prénom de sa fille, fouille les placards, regarde sous les lits. Rien. Maddie n'est plus là. La panique se propage immédiatement. Gary accourt, les amis aussi. Ils fouillent l'appartement, le complexe, les jardins, mais personne ne trouve trace de Madeleine. Le restaurant se vide, les vacanciers commencent à chercher. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la station. Et vers 22h30, la police est prévenue. Les premiers agents de la GNR arrivent, mais déjà la scène est compromise. Forcément, des dizaines de personnes sont entrées et sorties de l'appartement, piétinant les sols, touchant aux fenêtres, brouillant les éventuelles traces. Dans une affaire criminelle, on le sait, les premières heures sont les plus précieuses. Ici, elles seront perdues à jamais. Pendant ce temps, à quelques rues de là, une autre famille en vacances, les Smiths, dit avoir aperçu un homme portant une fillette blonde en pyjama descendant vers la plage. Ils n'en prendront conscience que plus tard, en voyant les infos, mais ce témoignage viendra alimenter encore davantage le brouillard autour de cette soirée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en moins d'une heure, tout bascule. On passe d'un dîner banal entre amis à l'une des plus grandes affaires du XXIe siècle. Un enfant a disparu d'un appartement de vacances sans qu'aucune caméra, aucun voisin, aucun témoin ne puisse donner une image claire de ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment, tout se joue. Les témoignages contradictoires, les suppositions, les erreurs, les suspicions. La nuit du 3 mai 2007 devient une énigme à part entière. Et pour comprendre cette énigme, il faut aussi comprendre qui était Madeleine McCann. Parce qu'avant d'être une affaire judiciaire, médiatique et politique, c'est d'abord l'histoire d'une petite fille.
Avant d'aller plus loin dans les hypothèses, les suspects et les enquêtes, il faut revenir à l'essentiel. Derrière toutes les unes de journaux, derrière tous les débats, il y a une enfant, Madeleine Beth McCann, une petite fille née le 12 mai 2003 à Leicester, en Angleterre. Elle aurait eu 4 ans seulement quelques jours après sa disparition. Madeleine, ou Maddie comme tout le monde l'appelait, grandit dans une famille plutôt aisée. Ses parents, Kate et Gary, sont tous les deux médecins. Gary est cardiologue, spécialisé dans les problèmes de cœur, et Kate est médecin généraliste. Une famille catholique, stable et respectée dans leur ville de Rotley, au cœur du Leicestershire. Sur les photos d'époque, on voit un couple souriant, très investi dans ses enfants, et Maddie toujours au premier plan avec ses cheveux blonds, ses yeux bleu-vert, et surtout ce détail très marquant, une petite tache sombre dans son iris droit. Une particularité oculaire rare qui va faire le tour du monde sur les affiches de recherche. À la maison, Madeleine est la grande sœur des jumeaux, Sean et Amélie, nés eux en 2005. Elle a alors 3 ans, pleine d'énergie, un peu jalouse parfois de devoir partager l'attention de ses parents avec les petits, mais très protectrice aussi. Elle adore jouer dehors, courir, grimper, c'est une petite fille vive, joyeuse, avec ce mélange d'innocence, de curiosité qui définit souvent les enfants de son âge. En 2007, Kate et Gary décident de partir en vacances avec un groupe d'amis, presque comme une petite colonie familiale. Direction le Luz Ocean Club, un complexe touristique à Praia da Luz, dans l'Algarve portugaise. L'endroit est idéal pour des familles, piscines, activités, appartements, tout est équipé, et même un restaurant à l'intérieur du complexe. Pour les parents, c'est l'occasion de se retrouver entre adultes, tout en profitant du soleil et des activités pour les enfants. La routine est vite installée, la journée, les enfants jouent, se baignent, profitent du club. Le soir, ils sont couchés tôt, vers 20h30. Les parents vont dîner au tapas bar, à quelques mètres de là. Ils ont trouvé ce système d'aller-retour toutes les demi-heures pour vérifier que tout va bien. C'est ce qui, à l'époque, leur semble le plus sûr, même si aujourd'hui, avec le recul, ce choix leur sera reproché des millions de fois dans la presse. Il faut comprendre une chose, à l'époque, rien n'annonce la tragédie. Ce sont des vacances classiques dans un endroit tranquille, avec une bande d'amis soudés. Madeleine n'est pas un enfant problème, la famille n'est pas dans une situation fragile, au contraire, tout semble stable, organisé et presque banal. Et c'est ça qui rend l'affaire encore plus incompréhensible. Comment une disparition pareille peut arriver dans un cadre si normal? Dès le lendemain de sa disparition, son visage est partout. Une photo en particulier va devenir iconique. Madeleine photographiée le jour même près de la piscine, vêtue d'un t-shirt rose à l'effigie de l'âne bourriquet, dans Winnie l'ourson. Ce cliché pris juste avant le drame devient le symbole de l'affaire. On l'imprime sur des affiches, des banderoles, on le diffuse sur toutes les chaînes de télé. Très vite, le monde entier connaît le visage de Maddie. Ses parents, eux, se battent. Ils créent le Madeleine's Fund, une structure pour financer les recherches et garder l'affaire vivante médiatiquement. Ils participent à des émissions, lancent des appels internationaux, voyagent même jusqu'au Vatican pour rencontrer le pape Benoît XVI, qui les reçoit et bénit une photo de Madeleine, et l'image forcément fait le tour du monde. Mais cette visibilité médiatique, si elle permet de mobiliser des moyens énormes, a aussi un revers. Très vite, l'opinion publique se divise. Certains soutiennent les McCann, d'autres les accusent de négligence, voire même de cacher la vérité. La machine médiatique s'emballe. Tout le monde a un avis, tout le monde croit savoir ce qui est arrivé à Madeleine, et dans ce brouhaha, les faits vont commencer à se perdre. Pour comprendre la suite, il faut revenir à cette soirée du 3 mai 2007 et la décortiquer minute par minute, parce que c'est là, dans les détails de cette nuit, que naissent toutes les théories et toutes les suspicions. Pour comprendre l'affaire McCann, il faut revenir sur ce 3 mai 2007, heure par heure, minute par minute, parce que tout s'est joué dans une fenêtre de temps très réduite. Et c'est précisément là que résident les zones d'ombre. La journée avait été normale, les McCann et leurs amis profitent du soleil portugais, des activités du club et de la piscine. Les enfants se baignent, jouent, courent. Madeleine est photographiée près de la piscine ce jour-là, souriante, ses cheveux encore mouillés. Personne n'imagine que cette photo deviendra la dernière de Madeleine. 20h30, comme chaque soir, Kate et Gary couchent leurs 3 enfants. Madeleine et les jumeaux s'endorment rapidement dans la petite chambre, dans l'appartement 5A du complexe. Les parents rejoignent alors leurs amis au restaurant, Tapas Bar, situé à environ 55 mètres de là. Le groupe d'amis, surnommé plus tard par la presse les Tapas 7, adopte un système de surveillance. Chacun se relaye toutes les 20 ou 30 minutes pour aller voir si tout va bien dans les chambres. 21h05,
Gary fait le premier aller-retour. Il entre dans la chambre, les 3 enfants dorment paisiblement. Rien d'inhabituel, il revient ensuite au restaurant. Sur le chemin, il discute même avec un autre vacancier sans se presser. 21h15, à peu près au même moment, une amie du groupe, Jen Tanner, dit avoir croisé un homme portant un enfant. Elle se souvient de détails, l'homme était mince, brun, vêtu d'un pantalon clair. L'enfant, elle, une petite fille blonde, portait un pyjama clair. Mais sur le coup, elle ne fait pas le lien. Pour elle, c'est sûrement un vacancier qui ramène son enfant se coucher. Ce témoignage, appelé plus tard la Tanner Sighting, deviendra l'un des points les plus débattus de toute l'affaire. 21h30, un autre ami du groupe, Matthew Oldfield, décide de faire un check. Mais au lieu d'entrer dans la chambre des McCann, il se contente juste d'écouter depuis la porte. Il entend du bruit, mais il pense que ce sont les jumeaux qui bougent un peu dans leur sommeil. Il ne se rend pas compte que quelque chose ne va déjà peut-être plus. 22h, c'est le moment clé. Kate quitte la table pour aller voir ses enfants. Elle entre dans la chambre et découvre une scène qui restera gravée dans sa mémoire. Les lits des jumeaux sont occupés, mais celui de Madeleine est vide. La fenêtre est ouverte, le volet est relevé, un courant d'air traverse la pièce. Elle fouille rapidement, appelle le nom de sa fille, vérifie sous les lits, dans les placards, rien. La panique monte, elle crie « They've taken her ». En gros, ils l'ont prise, pour ceux qui sont pas très anglophones. À partir de ce moment, c'est la panique générale. Gary accourt, les amis aussi. Tout le monde fouille l'appartement, puis le complexe. Les voisins sont alertés, le restaurant se vide. Des dizaines de personnes cherchent partout, jusque dans les rues de Praia da Luz. 22h30 à 23h, la police portugaise, donc la GNR, est prévenue et arrive sur place. Mais là encore, tout part en chaos. L'appartement n'est pas bouclé. Des dizaines de personnes entrent et sortent, brouillant complètement la scène. Des empreintes, des traces ADN, peut-être même des indices cruciaux, tout est piétiné. Ce genre de rigueur, dans les premières heures, va hanter l'enquête pendant des années. Pendant ce temps, un autre témoignage refait surface. Une famille irlandaise, les Smiths, raconte avoir vu vers 22h un homme portant une petite fille blonde en pyjama descendant vers la plage. Ce témoignage, appelé la Smith Sighting, viendra s'ajouter à celui de Jen Tanner. 2 observations différentes, 2 hommes décrits de manière différente, mais un détail troublant, dans les 2 cas, un enfant porté dans les bras à quelques minutes d'écart dans la même zone. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moins d'1 heure, tout a basculé. Une fillette de 3 ans a disparu sans qu'on sache comment. Pas de caméra de surveillance, pas de traces claires d'effraction, pas de témoins capables de donner un signalement précis et confirmé, seulement des bribes, des observations partielles, des souvenirs qui, avec le temps, vont être critiqués, remis en question ou tout simplement oubliés. Et c'est là que commence vraiment l'affaire, quand la réalité se mélange à la confusion, quand les premières erreurs contaminent tout le reste. Les heures qui suivent vont déterminer le ton de l'enquête et malheureusement, elles vont surtout creuser un fossé entre la police portugaise et la police britannique. Quand la police portugaise arrive sur place le soir du 3 mai 2007, il est déjà trop tard. Dans une affaire de disparition, les premières heures sont capitales. C'est là qu'on recueille les indices frais, qu'on interroge les témoins encore sous le choc, qu'on fige une scène avant qu'elle ne soit polluée. Ici, rien de tout ça n'a été respecté. Dès le départ, l'appartement 5A est traité comme une simple scène de disparition, pas comme une scène de crime. Résultat, des dizaines de personnes y entrent et y sortent. Vacanciers, voisins, amis, policiers, même du personnel de l'hôtel. Tout le monde passe, touche au rideau, au volet et piétine le sol. Les empreintes sont brouillées, les éventuelles fibres détruites. Si un intrus a vraiment enlevé Madeleine, les preuves qu'il aurait pu laisser sont probablement perdues cette première nuit. Les enquêteurs portugais, eux, travaillent à leur manière. Ils relèvent quelques indices, interrogent sommairement les McCann et leurs amis, mais ils n'ont pas la même culture d'enquête que les Britanniques. Leur système est plus écrit, plus rigide, moins orienté vers la gestion de crise immédiate. Et rapidement, la presse s'en mêle, ce qui complique encore les choses. Dès les jours qui suivent, les médias européens, surtout les Britanniques, transforment l'affaire en un feuilleton. Les caméras campent devant l'hôtel, chaque déclaration est scrutée, chaque geste des McCann est commenté. Cette pression médiatique écrase littéralement la police portugaise qui n'était pas préparée à une telle exposition internationale. Les premiers soupçons se tournent vers un voisin britannique, Robert Murat, qui habite près du complexe, un type assez excentrique, un peu solitaire et qui parle portugais. Très vite, il est désigné comme suspect officiel. Sa maison est fouillée, ses ordinateurs sont saisis, mais rien ne ressort contre lui. Il sera blanchi plus tard. Puis les projecteurs se déplacent sur les parents.
En septembre 2007, 4 mois après la disparition, la police portugaise fait un choix spectaculaire. Kate et Gary McCann deviennent eux-mêmes arguidos. L'idée des enquêteurs est si Madeleine était morte accidentellement dans l'appartement et que les parents avaient inventé un enlèvement pour couvrir cette mort. Cette thèse repose sur des éléments très discutés, l'utilisation de chiens renifleurs qui auraient marqué l'odeur de cadavre dans l'appartement et dans la voiture de location des McCann, mais aucun ADN exploitable n'est retrouvé et surtout, rien de concret ne vient confirmer cette version. Pourtant, l'effet est dévastateur. Pendant des mois, les tabloïds britanniques accusent les McCann, les parents sont dépeints comme des manipulateurs, des menteurs, voire des meurtriers. On les accuse d'avoir vendu leur fille, d'avoir étouffé un accident, de cacher un terrible secret. La machine médiatique s'emballe et le public à travers le monde se divise. D'un côté, ceux qui soutiennent les McCann comme des parents brisés, et de l'autre, ceux qui les accusent de cacher la vérité. En juillet 2008, faute de preuves, le procureur général du Portugal classe l'affaire et lève le statut de suspect des McCann. Officiellement, ils sont blanchis, mais dans l'opinion, le doute persiste et ce doute va continuer à planer, alimentant toutes sortes de rumeurs et de théories. Pendant ce temps, le Royaume-Uni ne lâche pas. En 2011, sous la pression publique et médiatique, Scotland Yard lance sa propre opération, Opération Grange. Au départ, ce n'est qu'une revue des éléments du dossier portugais, mais très vite, ça devient une véritable enquête à part entière. Des dizaines d'enquêteurs britanniques se plongent dans des milliers de documents, interrogent à nouveau les témoins, explorent de nouvelles pistes. En 2013, Scotland Yard publie même des portraits robots d'hommes vus dans la zone à l'époque et lance un nouvel appel à témoins. En 2014, des fouilles sont effectuées au Portugal, mais elles ne donnent rien. Avec le temps, Opération Grange va se réduire. Moins d'agents, moins de moyens, mais toujours un fil tenu. À ce jour, cette enquête a coûté plus de 13 millions de livres au gouvernement britannique. Un investissement énorme pour un dossier qui ne progresse pas sur le fond. Au final, les premières années de l'enquête ont produit plus de chaos que de réponses. Des suspects écartés, des tensions entre police portugaise et britannique, des accusations contre les parents et aucune preuve solide pour orienter l'affaire dans une direction claire. Et c'est dans ce vide que va surgir des années plus tard un nom, un homme qui semble correspondre au profil idéal du suspect, un Allemand multirécidiviste déjà condamné pour des crimes sexuels et présent ce soir-là à Praia da Luz. Pendant des années, l'affaire Madeleine McCann est restée dans le brouillard. Les théories s'enchaînaient, les médias tournaient en boucle, mais aucune piste ne tenait vraiment. Jusqu'à ce qu'en 2020, un nouveau nom sorte dans la presse et soit confirmé par la justice allemande. Ce nom, c'est Christian Bruckner. Qui est cet homme ? Il est né en 1976 en Allemagne. Bruckner est un criminel multirécidiviste et dès son adolescence, il commence à voler, à consommer et revendre de la drogue. Son casier est un véritable catalogue, cambriolage, trafic, agression. Et le plus important, ce sont des antécédents sexuels. Il a été condamné plusieurs fois pour des agressions sur des femmes et même sur des enfants. Un profil lourd, dérangeant, marqué par la violence et la déviance. Au milieu des années 2000, il s'installe par période dans le sud du Portugal, près de Praia da Luz. Il vit comme un marginal, parfois dans une petite maison délabrée, et parfois dans un vieux van Volkswagen. Il survit en faisant des petits boulots, mais surtout en volant dans les appartements des vacanciers. Il connaît le coin, les habitudes des touristes, les endroits où l'on peut passer inaperçu. Bref, il est chez lui dans ce décor. Et c'est là que les éléments commencent à s'aligner. En 2005, soit 2 ans avant la disparition de Madeleine, Bruckner commet un crime glaçant. Il V une femme de 72 ans à Praia da Luz, dans une maison située à quelques centaines de mètres seulement du complexe Ocean Club. Ce V ne sera jugé que bien plus tard, en 2019, mais il montre une chose. Bruckner connaissait parfaitement les lieux et n'hésitait pas à s'attaquer à des victimes vulnérables. Le 3 mai 2007, le soir où Madeleine disparaît, son téléphone portable se connecte à une antenne proche de l'appartement des McCann. Entre 21h30 et 22h, soit pile au moment critique, son numéro reçoit un appel d'environ 30 minutes. Pour les enquêteurs allemands, ce détail est capital. Cela prouve qu'il était dans la zone au moment des faits. Bien sûr, sa défense rétorque que ce n'est pas une preuve. Ce téléphone pouvait être utilisé par quelqu'un d'autre ou il pouvait juste passer dans le secteur sans rien faire. Mais combiné à son profil criminel et à ses habitudes, cet élément fait lourdement pencher la balance. Autre détail, Bruckner possédait à l'époque plusieurs véhicules.
un van Volkswagen dans lequel il vivait parfois et une Jaguar qu'il utilisait pour se déplacer. Des témoins affirmeront plus tard avoir vu un véhicule ressemblant à son van près du complexe. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves irréfutables, mais ça s'ajoute au faisceau d'indices. Lors de perquisitions menées en Allemagne en 2016, la police découvre chez lui des supports numériques, notamment des disques durs et des clés USB. Sur ces supports, selon les fuites dans la presse, on trouverait des milliers d'images pornographiques. En gros avec les enfants. Mais aussi des traces d'agressions filmées. Ces éléments, bien que glaçants, n'ont jamais été rendus publics dans leur intégralité, mais pour les enquêteurs, ils contribuent à dresser le portrait d'un homme dangereux, parfaitement capable d'avoir enlevé et tué Madeleine. En 2020, le parquet de Braunschweig, en Allemagne, annonce publiquement considérer Bruckner comme le suspect principal. Et surtout, il déclare que selon eux, Madeleine est morte. Une prise de position très forte. Les enquêteurs allemands affirment ne pas croire à une disparition volontaire ou à une séquestration longue. Pour eux, il s'agit d'un homicide. Mais là, encore un problème persiste, il n'existe toujours aucune preuve matérielle directe reliant Bruckner à Madeleine. Pas d'ADN, pas de fibres, pas d'objet appartenant à la fillette retrouvé chez lui, rien qui puisse devant un tribunal clore l'affaire. En parallèle, Bruckner est poursuivi pour d'autres crimes commis au Portugal. En 2019, il est condamné à 7 ans de prison pour le V de 2005. En 2024, il est jugé pour d'autres agressions sexuelles sans lien avec Madeleine, mais il est acquitté faute de preuves suffisantes. Aujourd'hui encore, en 2025, il est incarcéré en Allemagne, sa peine actuelle se terminant justement ce mois-ci. Les enquêteurs allemands savent donc qu'ils ont une fenêtre de tir. S'ils veulent le coincer dans l'affaire Mady, c'est maintenant ou jamais. Et pour tenter d'obtenir ce game changer, il multiplie les recherches. En juin 2025, des fouilles massives sont menées en Algarve sur plusieurs hectares de terrain liés à Bruckner. Des engins, des géoradars, des équipes entières ratissent le sol à la recherche d'ossements, de vêtements, de tout ce qui pourrait relier définitivement Bruckner à Madeleine. Mais encore une fois, officiellement, rien n'a été retrouvé. Aujourd'hui, Bruckner reste donc ce qu'on appelle un suspect idéal, présent sur place avec un passé criminel lourd, un profil inquiétant et un lien temporel avec la disparition, mais sans la pièce maîtresse, sans la preuve matérielle, il reste libre de nier et de jouer la montre. Alors, si Bruckner est le principal suspect, pourquoi existe-t-il encore tant d'autres théories ? Une disparition aussi médiatisée, aussi mystérieuse, forcément, ça attire des tonnes de théories. Certaines tiennent encore la route, d'autres se sont effondrées avec le temps. Mais pour comprendre pourquoi l'affaire reste irrésolue, il faut passer en revue les scénarios qui ont marqué l'opinion. 1. L'enlèvement par un inconnu opportuniste. C'est la thèse officielle des enquêteurs britanniques. L'idée est simple, quelqu'un, probablement un étranger, a profité du fait que les enfants dormaient seuls dans un rez-de-chaussée, avec une fenêtre donnant sur l'extérieur. Les arguments pour, le complexe était rempli de vacanciers, donc beaucoup de passages. Le système des parents avec les checks, toutes les 20-30 minutes, crée en fait des fenêtres de vulnérabilité. Plusieurs cambriolages ont été signalés dans la région à la même période. Et les arguments contre cette hypothèse, aucun ADN, aucune fibre, aucune preuve matérielle solide. Les témoignages de Jane Tanner et de la famille Smith ne concordent pas parfaitement. Le volet de la fenêtre n'a pas montré de traces d'effraction évidentes. C'est une hypothèse plausible mais incomplète. Elle marche bien sur le papier mais sans preuve, elle reste une théorie. 2. Le cambriolage qui a mal tourné. Très proche de la première, ici l'intrus serait entré pour voler de l'argent ou des objets et aurait été surpris par Madeleine. Pour éviter d'être identifié, il l'aurait emmené avec lui. Les arguments pour cette hypothèse, Bruckner et d'autres délinquants du coin avaient pour habitude de cambrioler des apparts de vacances. 2. Un enfant qui se réveille en pleine nuit peut facilement surprendre un cambrioleur. Les arguments contre, rien n'indique qu'un vol a eu lieu dans l'appartement 5-1. Rien n'a disparu. Et de 2, pourquoi un cambrioleur prendrait le risque énorme d'emporter un enfant au lieu de fuir ? Là encore, c'est une possibilité, mais qui reste assez faible sans éléments concrets. 3, un réseau organisé type traite d'enfants. Cette théorie a longtemps fait fantasmer les médias et l'opinion publique, et si Madeleine avait été enlevée sur commande pour alimenter un réseau criminel international ? Les arguments pour cette hypothèse, il existe bel et bien des réseaux de ce type en Europe. L'Algarve est une région touristique, proche de l'Espagne et de plusieurs frontières. Et la médiatisation extrême a fait gonfler cette hypothèse. Les arguments contre, aucune preuve de réseau relié directement à l'affaire. Aucun témoin crédible n'a jamais confirmé une telle organisation. Les enquêtes n'ont jamais trouvé la moindre trace de flux, de transactions ou de relais logistiques. Au final, c'est surtout une hypothèse nourrie par l'imaginaire collectif. Rien à ce jour ne la rend crédible pour l'affaire McCann. 4e hypothèse, l'implication des parents.
c'est la théorie la plus polémique. La police portugaise y a cru pendant plusieurs mois en 2007. Selon eux, Madeleine aurait pu mourir accidentellement dans l'appartement et ses parents auraient inventé un enlèvement pour cacher la vérité. Les arguments pour, à l'époque, les chiens renifleurs avaient marqué des odeurs suspectes dans l'appartement et dans la voiture des McCann. Et les versions des parents et des amis semblaient parfois contradictoires. Et les arguments contre cette hypothèse, les chiens se trompent parfois. Et rien n'a jamais été confirmé par un test ADN exploitable. Les parents étaient surveillés de très près, aucune preuve qu'ils aient menti. Et en 2008, la justice portugaise a levé leur statut de suspect, ils sont officiellement blanchis. Aujourd'hui, cette théorie est considérée comme un cul-de-sac, mais elle a laissé des traces dans l'opinion publique. Certains continuent d'accuser Kate et Gary, et ça, c'est une blessure qui ne se refermera sans doute jamais pour eux. 5e hypothèse, la piste Bruckner. Enfin, la plus récente et la plus solide aujourd'hui. Christian Bruckner coche toutes les cases. Présence dans la zone, antécédents sexuels violents, mode de vie en marge, téléphone localisé à proximité le soir du 3 mai. Les arguments pour cette hypothèse, son profil correspond parfaitement au scénario d'un enlèvement opportuniste. Il a déjà commis un V violent dans la même ville 2 ans plus tôt. Et aussi, il vivait dans un van, ce qui aurait pu faciliter le transport d'une victime. Et les arguments contre cette hypothèse, toujours aucune preuve matérielle directe. Pas d'ADN, pas d'objet appartenant à Madeleine retrouvé chez lui, et surtout pas d'aveu. C'est clairement la piste numéro 1 aujourd'hui. Et c'est celle que les enquêteurs allemands poussent le plus fort, mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas cette fameuse preuve irréfutable, l'affaire reste en suspens. Ce qu'on voit, c'est que toutes les théories ont des trous. Aucune n'explique tout parfaitement, et c'est bien ça qui fait de la disparition de Madeleine McCann une affaire unique. Tout est plausible, mais rien n'est prouvé. Et c'est ce qui rend d'autant plus important de se pencher sur les avancées récentes parce qu'elles pourraient bien changer la donne. Presque 18 ans après la disparition de Madeleine McCann, l'affaire est toujours ouverte. Pas de corps, pas de certitude, pas de procès. Mais elle continue d'évoluer au ralenti par petites secousses avec des annonces régulières. Alors, où en est-on vraiment en 2024 et 2025 ? En octobre 2024, un procès retentissant se tient en Allemagne. Christian Bruckner est jugé pour plusieurs agressions sexuelles distinctes de l'affaire Madi. Pendant des semaines, les médias relaient les témoignages, les expertises, les débats. Beaucoup espéraient que ce procès permettrait de faire émerger des éléments en lien avec Madeleine. Finalement, le verdict tombe, acquittement sur ces faits-là, faute de preuves suffisantes. Une déception pour ceux qui pensaient voir tomber des révélations, mais attention, cela ne change rien à sa condamnation pour le V de 2005 à Praia da Luz. Pour ce crime, Bruckner purge une peine de 7 ans de prison qui doit prendre fin en septembre 2025, donc ce mois-ci, et ça c'est un détail capital. Pourquoi ? Parce que si Bruckner sort libre en septembre 2025, sans avoir été inculpé dans l'affaire McCann, il deviendra bien plus difficile de le contrôler. Aujourd'hui, les enquêteurs allemands ont encore une marge. Tant qu'il est incarcéré, ils peuvent fouiller, enquêter, chercher la pièce manquante du puzzle. Mais à partir de sa libération, sauf nouvelle charge solide, il pourrait disparaître dans la nature. Les procureurs de Braunschweig, qui le désignent publiquement comme suspect principal depuis 2020, savent qu'il joue contre le temps. Et c'est dans ce contexte qu'ont lieu les nouvelles fouilles massives de juin 2025. Pendant plusieurs jours, la police portugaise et allemande ratissent des hectares de terrain en Algarve, près d'endroits liés au passé de Bruckner. Ils sortent les grands moyens, géoradars, pelleteuses, équipes spécialisées. On espère retrouver des restes humains, des vêtements, un objet appartenant à Madeleine, mais officiellement, rien n'est découvert. Pas de communauté triomphale, juste le silence, comme souvent dans cette affaire. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien trouvé. Parfois, les enquêteurs gardent des éléments pour ne pas compromettre la suite. Mais pour le public, la frustration reste immense. Et pendant ce temps, au Royaume-Uni, l'enquête Opération Grange est toujours active, même si elle fonctionne aujourd'hui à petite échelle. Chaque année, le Home Office lui accorde encore quelques centaines de milliers de livres de budget. En cumulé, on parle de plus de 13 millions de livres dépensés depuis 2011. Pour beaucoup, c'est un gouffre financier, mais pour la police britannique, impossible d'abandonner une affaire aussi symbolique. Madeleine est devenue un visage universel, et reconnaître officiellement que l'affaire est close serait perçu comme une défaite. Mais aujourd'hui, où en est Bruckner exactement ? En septembre 2025, quand on parle de lui actuellement, Christian Bruckner est toujours en prison, toujours en Allemagne. Son horizon de libération est prévu pour septembre 2025, donc fin du mois. Il continue de nier toute implication dans l'affaire McCann. Son avocat insiste, il n'y a pas de preuves matérielles, seulement des spéculations. Et pour l'instant, il a raison sur ce point. Juridiquement, rien ne le condamne dans ce dossier, mais le faisceau d'indices reste lourd. Les procureurs allemands ne lâchent pas l'affaire, et les nouvelles fouilles montrent qu'ils espèrent encore mettre la main sur la fameuse pièce manquante.
Aujourd'hui, l'affaire McCann est comme suspendue. Tout tourne autour de Bruckner. Les enquêteurs sont persuadés qu'il est impliqué, mais il manque du petit détail, de la preuve ultime. Chaque annonce est scrutée, fouille, une nouvelle piste, document saisi, mais à chaque fois, la même déception, pas de Madeleine, pas de vérité définitive. Et c'est ça qui rend cette affaire si obsédante. On est coincé entre la certitude que quelque chose de terrible s'est produit et l'impossibilité de le prouver complètement. Voilà 18 ans qu'on tourne autour de la même question. Qu'est-il arrivé à Madeleine McCann ? On a des suspects, des théories, des enquêtes qui n'en finissent pas. On a des milliers de pages de rapports, des millions de livres dépensés, et toujours pas de vérité définitive. Alors qu'est-ce qui bloque vraiment ? Qu'est-ce qui manque pour résoudre une fois pour toutes ce mystère ? Eh bien de 1, il manque une preuve matérielle irréfutable. C'est la clé absolue. Une preuve qui ne laisse aucune place au doute. Ça pourrait être quoi ? Eh ben, un fragment d'ADN de Madeleine retrouvé dans un lieu lié à Bruckner, un vêtement, une chaussure, un jouet lui appartenant, retrouvé et authentifié, ou dans le pire des cas, ses restes permettant de confirmer son sort. Pour l'instant, rien de tout ça n'a été découvert. Les fouilles successives, y compris celle de juin 2025, n'ont rien donné publiquement. Mais c'est exactement ce que cherchent les enquêteurs allemands, ce petit morceau de matière qui ferait basculer tout le dossier. De 2, un témoignage solide et corroboré. L'autre option serait qu'un témoin clé, quelqu'un qui aurait vu Bruckner avec Madeleine ou qui aurait entendu une confession crédible. Le problème, c'est que 18 ans après, les mémoires s'effacent. Les gens changent de version et les faux témoignages pullulent. Sans éléments techniques pour appuyer une déclaration, c'est juste insuffisant devant un tribunal. De 3, il faudrait aussi peut-être des aveux. On va pas se mentir, ce serait l'issue la plus simple, mais probablement la moins probable. Bruckner nie en bloc, et tout indique qu'il continuera de le faire. Un aveu de sa part paraît très peu envisageable, sauf peut-être en fin de vie, ou peut-être sous une pression psychologique extrême. 4. Une découverte numérique. Lors des perquisitions en 2016, la police allemande a saisi des supports numériques chez Bruckner, des clés USB, des disques durs remplis d'images pornographiques, et d'autres preuves d'agression. Si quelque part dans ce chaos numérique, il existait une photo, une vidéo, un document qui prouve un lien avec Madeleine, ce serait la pièce manquante. Mais à ce jour, rien n'a filtré publiquement allant dans ce sens. 5. Il y a le temps. En septembre 2025, Bruckner termine sa peine pour le V de 2005. Sauf nouvelle charge, il pourrait ressortir libre. Cela veut dire que les enquêteurs ont une fenêtre de quelques mois pour solidifier un dossier, lancer une inculpation ou trouver un nouvel élément. Sinon, l'homme que beaucoup considèrent comme le coupable numéro 1 reprendra sa liberté. Et alors, le risque, c'est que la vérité s'échappe à nouveau et peut-être pour toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affaire McCann n'est pas seulement une enquête policière, c'est un symbole. Le symbole d'une disparition impossible, d'une enfant engloutie dans un vide inexplicable. C'est aussi une affaire qui a mis en lumière les failles des systèmes judiciaires, les tensions entre police et l'impact destructeur des médias quand ils s'emballent. Aujourd'hui encore, chaque nouvelle sur Madeleine fait la une dans le monde entier, parce que ce visage, celui d'une fillette blonde de 3 ans, est devenu universel. Et parce que tant qu'il n'y a pas de réponse, tout le monde garde au fond de lui une question: et si c'était ma fille? Et si c'était ma famille? 18 ans que le mystère de Praia da Luz reste suspendu sans réponse définitive. Une enfant de 3 ans disparue d'un appartement de vacances au milieu d'un complexe plein de familles et personne n'a jamais su dire exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que les enquêteurs aujourd'hui sont convaincus que Madeleine n'est plus en vie, que le suspect numéro 1 reste Christian Bruckner et que l'affaire ne tiendrait plus qu'à une pièce manquante, un vêtement, un ossement, une trace ADN, quelque chose d'assez solide pour fermer la porte au doute. Mais pour l'instant, on en est encore à supposer, à imaginer des scénarios, à tenter de relier des points qui ne forment jamais une image complète. Et c'est précisément ça qui rend cette affaire obsédante. Elle ne se termine pas, elle résiste. Alors au final, la grande question est simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Bruckner est bel et bien coupable et qu'il a simplement réussi à effacer toutes ses traces? Est-ce que vous croyez encore à la piste d'un autre intrus, d'un cambrioleur ou même d'un réseau organisé? Ou est-ce que vous pensez que la vérité est encore ailleurs, qu'on n'a pas vu le vrai scénario depuis le début? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Parce que cette affaire, elle ne tient pas seulement par les preuves, mais aussi par les zones d'ombre. Et chacun peut y voir une logique différente. Alors dites-moi en commentaire, quelle est selon vous l'hypothèse la plus crédible dans la disparition de Madeleine McCann? Et surtout, est-ce que vous croyez qu'on saura un jour la vérité? Ou bien est-ce que cette affaire restera pour toujours l'une des grandes disparitions impossibles de notre époque?